Le marchand de sable contre le cauchemar. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans un petit village paisible, lorsque la lune brillait haut dans le ciel, un personnage mystérieux vagabondait silencieusement. C'était le marchand de sable, un vieil homme au manteau étincelant et à la longue barbe blanche. Sur son épaule reposait un grand sac rempli d'un sable doré magique. Chaque grain de ce sable était une promesse de doux rêves pour les enfants endormis. Chaque soir, le marchand de sable s'envolait sur son nuage enchanté pour parcourir le monde. Ce nuage, aussi moelleux qu'une plume, était tissé de fils d'étoiles et il brillait doucement dans la nuit. Mais ce soir-là, alors qu'il survolait le village, une étoile filante passa si près qu'elle fit vaciller le nuage. Sous le choc, le sac magique du marchand tomba et se renversa. Le sable doré se dispersa partout dans le village, scintillant sur les toits, dans les jardins et même au fond du ruisseau. Le marchand descendit en hâte sur terre. Il inspecta son sac vide, désolé. « Oh non !» murmura-t-il. « Si je ne récupère pas ce sable, les enfants ne pourront pas rêver cette nuit. » Déterminé à retrouver chaque grain, il décida de demander de l'aide aux habitants nocturnes du village. Sa première étape le mena à un grand chêne où une chouette sage était perchée. « Chouette, ma vieille amie, dit-il, as-tu vu où mon sable magique est tombé ?» La chouette cligna des yeux et répondit d'une voix posée. « Je vais t'aider. Mes yeux perçants peuvent repérer la moindre étincelle dans l'obscurité. » La chouette s'envola et bientôt elle repéra des grains scintillants près du lac. Le marchand de sable s'empressa d'aller les récolter, mais il savait qu'il lui en manquait encore beaucoup. Dans la prairie voisine, les lucioles dansaient doucement au-dessus des fleurs. Le marchand leur adressa un sourire. « Chères lucioles, pourriez-vous éclairer les recoins sombres pour m'aider à retrouver mon sable ?» Les lucioles clignèrent joyeusement et s'éparpillèrent dans toutes les directions, leur lumière créant un balai magique. Avec leur aide, il retrouva encore plusieurs poignées de sable à l'entrée d'une grotte ou d'un buisson. Mais même ainsi, le sac n'était pas rempli. Alors, il appela le vent qui soufflait doucement. « Vent léger, pourrais-tu m'aider à rassembler les grains de sable dispersés ?» Le vent souffla délicatement, balayant les grains dorés des toits et des branches vers le marchand. Peu à peu, son sac retrouva son éclat. « Merci, mes amis !» dit-il avec reconnaissance. « Grâce à vous, les enfants auront de beaux rêves ce soir. » Cependant, l'aventure ne s'arrêta pas là. En chemin, le marchand de sable rencontra un petit garçon qui ne parvenait pas à s'endormir. Assis près de la fenêtre, il regardait la lune avec des yeux inquiets. « Pourquoi ne dors-tu pas, petit ?» demanda le marchand avec douceur. « J'ai peur de faire des cauchemars, » murmura le petit garçon.
Le marchand de sable fouilla dans son sac et en sortit une poignée de sable spécial. Ces grains sont très particuliers. Ils apportent des rêves d'aventure extraordinaires. Ce soir, tu seras un capitaine de bateau voguant sur une mer d'étoiles. Le petit garçon sourit et s'allongea. Le marchand souffla doucement le sable magique et bientôt, le petit garçon s'endormit paisiblement, un sourire aux lèvres. Alors que le marchand de sable continuait sa tournée, il sentit une étrange présence dans l'air. Un frisson parcourut son échine. Dans un coin sombre de la nuit, l'affreux cauchemar, une créature sombre et brumeuse, se réveillait. Il adorait semer la peur dans les esprits des enfants et voler leurs beaux rêves. Le marchand de sable se prépara. Il sortit de son sac une petite fiole contenant de la poudre d'éveil magique, un ingrédient puissant contre les cauchemars. Le cauchemar, à l'allure menaçante, s'approcha avec un sourire sinistre. « Ce soir, tes rêves ne protégeront personne, » grogna la créature. « Pas tant que je serai là pour les défendre, » répondit fermement le marchand. Le cauchemar souffla un vent glacial qui fit vaciller le nuage du marchand. Mais celui-ci réagit rapidement, jetant une poignée de sable lumineux dans les airs. Chaque grain formait une étoile brillante qui repoussait l'ombre. La bataille continua dans le ciel. Le marchand fit appel au vent, à la chouette et aux lucioles pour l'aider. Les lucioles encerclèrent le cauchemar, créant une prison de lumière. Le vent souffla si fort qu'il dispersa la brume sombre de la créature. Finalement, avec une dernière pincée de sable magique, le marchand de sable scella le cauchemar dans une bulle de rêves lumineux. La créature disparut avec un hurlement lointain. Épuisé, mais victorieux, le marchand continua sa tournée, s'assurant que chaque enfant dorme paisiblement. Il savait que le cauchemar reviendrait un jour, mais il était prêt à l'affronter de nouveau, car, après tout, c'était son devoir de veiller sur les rêves de tous. Saint Nicolas et le Père Fouettard, la véritable histoire. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Il était une fois, dans une région lointaine et froide, un homme au grand cœur, nommé Saint Nicolas. Il était connu pour sa bonté et sa générosité envers les enfants. Chaque année, le 6 décembre, il parcourait les villages pour récompenser les enfants sages avec des cadeaux et des friandises. Mais cette histoire commence un jour où Saint Nicolas arriva dans un village où les habitants semblaient inquiets. Des murmures parcouraient les rues. Un boucher méchant terrorisait la région. Saint Nicolas décida de rendre visite à cet homme. En chemin, il passa devant un groupe d'enfants qui jouaient et entendit l'un d'eux dire « Il faut être sage, sinon le boucher viendra te chercher. »
Saint Nicolas fronça les sourcils. Ce n'était pas juste que les enfants aient si peur. Il arriva devant la maison sombre du boucher, qui se trouvait à la sortie de village, près de la forêt. Le boucher était un homme imposant, avec une grande barbe noire. Il avait l'air grognon, mais en réalité, il était surtout seul. « Que viens-tu faire ici ?» demanda-t-il d'un ton bourru. « Je viens te parler, » répondit Saint Nicolas calmement. « Pourquoi fais-tu peur aux enfants ?» Le boucher haussa les épaules. « Parce que je ne sais rien faire d'autre. Personne ne m'aime. Alors, je me moque de tout. » Saint Nicolas, avec son regard bienveillant, lui répondit. « Peut-être qu'il est temps de changer. Moi aussi, j'ai besoin d'aide pour ma tournée. Et toi, tu pourrais m'accompagner, non pas pour faire peur, mais pour montrer aux enfants que l'on peut s'améliorer, peu importe ce que l'on a fait auparavant. » Le boucher fut surpris. Personne ne lui avait jamais donné une seconde chance. Après un moment d'hésitation, il accepta. Depuis ce jour, le boucher devint le père Fouettard, l'assistant de Saint Nicolas. Il troqua son tablier contre un manteau noir et un grand sac. Ensemble, ils parcouraient les villages. « Moi, je récompenserai les enfants sages, » dit Saint Nicolas avec un sourire. « Et moi, je leur rappellerai qu'ils peuvent toujours faire mieux, » ajouta le père Fouettard. Lorsqu'ils entraient dans une maison, Saint Nicolas déposait des friandises dans les chaussures des enfants. Mais le père Fouettard, lui, parlait à ceux qui avaient fait des bêtises durant l'année. « Tu as été un peu désobéissant, » dit-il gentiment. « Comment peux-tu faire pour t'améliorer ?» Et parfois, il laissait un morceau de charbon ou un petit bâton de bois, comme pour rappeler que chaque action a des conséquences. Mais le père Fouettard n'était jamais méchant. Il voulait seulement que les enfants apprennent de leurs erreurs. Un soir, alors qu'ils terminaient leur tournée, ils arrivèrent dans une maison où vivaient 3 frères. L'un d'eux, Hugo, avait été un peu turbulent cette année. Quand il vit le père Fouettard, il se cacha derrière la porte. « Je sais que tu as peur, Hugo, » dit doucement le père Fouettard, « mais je ne suis pas là pour te punir. Je suis là pour te dire qu'il n'est jamais trop tard pour devenir meilleur. » Hugo hésita, puis sortit de sa cachette. « Alors, je peux être sage maintenant ?» Le père Fouettard sourit. « Bien sûr, et si tu fais de ton mieux, l'année prochaine, Saint Nicolas t'apportera encore plus de cadeaux. » Saint Nicolas posa une main sur l'épaule du garçon. « Souviens-toi, Hugo, chacun a le pouvoir de choisir le bien. » Depuis ce jour, Saint Nicolas et le père Fouettard travaillent ensemble. Ils visitent les maisons chaque 6 décembre, non seulement pour distribuer des cadeaux, mais aussi pour transmettre un message. Tout le monde peut apprendre de ses erreurs et s'améliorer. Et si vous entendez frapper à votre porte un soir d'hiver, n'ayez pas peur. Ce sont peut-être Saint Nicolas et le père Fouettard, venus vous rappeler que, peu importe vos bêtises, il y a toujours une chance de faire mieux demain. Les Rois Mages, histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Il était une fois
il y a très longtemps, dans des pays lointains, 3 hommes sages. Ils s'appelaient Melchior, Gaspard et Balthazar. Chacun vivait dans un royaume différent. Mais ils avaient une passion commune, les étoiles. Ces 3 amis aimaient passer leur nuit à observer le ciel, à chercher des signes et à raconter des histoires sur les constellations. Un soir, une étoile plus brillante que toutes les autres apparut dans le ciel. Elle scintillait si fort qu'elle semblait illuminer la nuit entière. Melchior, depuis son palais en or, fut le premier à la remarquer. « Quelle étoile étrange !» murmura-t-il. « Cela doit annoncer quelque chose d'extraordinaire. » De son côté, Gaspard, enroulé dans son manteau rouge pour se protéger du froid, leva les yeux. « Une étoile comme celle-ci ne peut être qu'un guide, » pensa-t-il. « Je dois savoir où elle mène. » Et dans un royaume où le sable s'étendait à perte de vue, Balthazar, entouré de parfums exotiques, aperçut aussi l'étoile. « Elle appelle à un voyage, » se dit-il. « Je dois partir. » Chacun décida de suivre l'étoile, emportant avec lui un cadeau. Melchior prit de l'or, symbole de royauté. Gaspard choisit de l'encens, symbole de respect et de spiritualité. Et Balthazar prit de la myrrhe, un parfum rare et précieux. Ils voyagèrent plusieurs jours, traversant des déserts brûlants et des montagnes enneigées. Un soir, alors qu'ils faisaient une halte près d'une oasis, Melchior, Gaspard et Balthazar se rencontrèrent. « Toi aussi tu suis l'étoile ?» demanda Melchior à Gaspard. « Oui, » répondit Gaspard, « je suis sûr qu'elle mène à un roi extraordinaire. » Balthazar, en souriant, ajouta: « Nous devrions voyager ensemble, ce sera plus sûr et plus joyeux. » Et c'est ainsi que les 3 sages devinrent compagnons de route. Leur voyage fut long et semé d'aventures. Un jour, alors qu'ils traversaient un désert, une tempête de sable se leva soudainement. Le vent soufflait si fort qu'ils ne voyaient plus rien. « Ne perdons pas espoir, » dit Melchior. « Regardez, l'étoile est toujours là. » Ils se couvrirent avec leurs capes et continuèrent à avancer, guidés par la lumière de l'étoile. Une autre fois, dans une forêt dense, des animaux sauvages les entourèrent. Des loups, des hiboux et même un ours observaient les 3 hommes avec curiosité. « Nous ne sommes pas là pour vous déranger, » dit doucement Gaspard, « nous suivons une étoile. » Comme s'ils comprenaient, les animaux s'éloignèrent, laissant les voyageurs poursuivre leur chemin. Après des semaines de marche, les rois mages arrivèrent à Jérusalem, une grande ville animée, là où ils décidèrent de demander leur chemin. « Où est le roi qui vient de naître ?» demandèrent-ils aux passants. Les habitants furent surpris. Un roi? Mais personne n'avait entendu parler d'un tel événement. La nouvelle arriva aux oreilles du roi Hérode.
qui régna sur le pays. Jaloux à l'idée qu'un autre roi puisse prendre sa place, Hérode invita les 3 sages à son palais. « Trouvez cet enfant, dit-il avec un faux sourire, et revenez me dire où il se trouve pour que je puisse moi aussi l'honorer. » Mais les 3 sages sentaient qu'Hérode n'était pas sincère. « Soyons prudents, » murmura Melchior à ses compagnons. L'étoile les guida finalement jusqu'à un petit village nommé Bethléem. Là, l'étoile sembla s'arrêter au-dessus d'une étable modeste. « Une étable ?» demanda Balthazar. « Comment un roi peut-il naître ici ?» Mais en entrant, ils virent un bébé endormi dans une mangeoire, entouré de ses parents, Marie et Joseph. Malgré la simplicité des lieux, une grande paix et une lumière douce remplissaient l'air. Melchior s'agenouilla et posa l'or devant l'enfant. « Pour toi, un roi qui apportera la justice et la paix. » Gaspard déposa l'encens. « Pour toi, un roi qui guidera les cœurs et les âmes. » Et Balthazar offrit la myrrhe. « Pour toi, un roi précieux qui changera le monde. » Marie et Joseph les remercièrent avec émotion. Cette nuit-là, les 3 sages firent un rêve étrange. Un ange leur apparut et leur dit de ne pas retourner chez Hérode, car ses intentions n'étaient pas bonnes. Le lendemain, ils décidèrent de rentrer chez eux par un autre chemin, racontant à tous ceux qu'ils croisaient l'histoire de cet enfant extraordinaire. Et bien que leur voyage fût terminé, les rois mages savaient que ce qu'ils avaient vu ce jour-là changerait le monde à jamais. Renato aide le Père Noël. Texte de Virginie Hanin, illustration de Maud Legrand. Renato est un petit renne qui n'est pas très bon en sport. Il ne court pas très vite. À l'école, certains élèves adorent lui répéter « Renato ne rime pas avec fort ». Évidemment, ce genre de moquerie n'aide pas Renato. Et quand le maître prononce le mot « course », ses pattes commencent à trembloter. Un matin, le regard de Renato est attiré par le journal de Mamie Irène, car, en première page, il y a une photo du Père Noël et de ses lutins. Renato demande à Mamie de lui lire ce qui est écrit. « Par le velours de mes bois, le Père Noël et ses lutins ont perdu un cadeau !» s'écrie-t-elle. Mamie continue la lecture tout en écarquillant les yeux. « Quelle tristesse! Ce cadeau prévu pour une petite fille ne sera pas au pied du sapin le soir de Noël. »« Ce n'est pas possible, il y a certainement quelque chose à faire » s'inquiète Renato. Mamie Irène termine la lecture par ces mots. « Celui ou celle qui retrouvera ce cadeau intégrera l'équipe des reines du Père Noël le soir de la grande distribution. » Mais Renato n'en croit pas ses oreilles. Le renne qui réussira aura une chance folle. Mamie Irène remarque l'émerveillement
dans le regard de Renato. Il y a toujours une petite étincelle dans ses yeux quand on parle du Père Noël. Elle lui dit alors: « Par le velours de mes bois, pourquoi ne partirais-tu pas à la recherche du cadeau perdu ?» Renato se dit que c'est une idée géniale. Il n'y avait même pas pensé, mais « Non, mamie, je ne peux pas. S'il faut courir ou sauter pour attraper le cadeau, je suis trop nulle pour ça. » « Par le velours de mes bois !» s'exclame mamie Irène. « Nul ne fait pas partie de mon vocabulaire et encore moins celui de ton papy. » Mais que fait-il d'ailleurs? Il y a du vacarme dans le grenier. Papy descend l'escalier, ce bois tout décoré de toiles d'araignée. Renato a envie de rire. Papy ressemble à un sapin de Noël. Mais ce qu'il tient entre ses pattes retient l'attention de Renato. Des jumelles, de grandes raquettes et des lunettes lumineuses. Cette fois, Renato n'a plus d'excuses. Avant qu'il ne parte, Papy lui chuchote un secret à l'oreille. Au même âge que le tien, je n'étais pas fort en sport. Et pourtant, moi aussi, j'ai été le Père Noël. Oh, le petit renne se sent rassuré et fier d'aller à la recherche du cadeau perdu. Mais une fois dans la rue, Renato s'aperçoit vite qu'il n'est pas le seul à chercher. Les rennes de son école sont en train de regarder sous les haies. Leur matériel est tout neuf et ils se vantent d'avoir vérifié chaque recoin. Renato sent son cœur se serrer. Ce n'est pas possible, il ne réussira pas à retrouver le cadeau avant eux. Ce n'était qu'un rêve. Renato s'apprête à faire demi-tour lorsqu'il se souvient d'un conseil donné par Papy. Commence par la forêt. Elle se trouve sur le chemin des rennes. Alors, Renato s'y rend aussitôt. Sur le chemin, il voit des enfants, le nez collé aux fenêtres. Ils ont l'air impatients que vienne la nuit de Noël. C'est le moment le plus excitant, celui où l'on découvre tous les cadeaux. Une fois arrivé devant cette forêt noire de sapins, Renato s'aperçoit qu'il n'y a pas un renne à l'horizon. Personne ne s'y est aventuré. Renato hésite. Il se sent seul et il a peur du noir. Brrr, tremble le petit renne. Je veux rentrer. Puis Renato pense à cette petite fille qui n'aura pas la joie de découvrir son paquet sous le sapin. Elle doit être impatiente, comme tous les enfants qu'il vient de croiser. Ce serait vraiment trop injuste qu'un enfant n'ait pas de cadeau le jour de Noël. Les lunettes lumineuses fixées sur son nez, Renato s'enfonce dans la forêt. Les branches craquent. Il préférerait être au chaud en train de boire un bon chocolat, mais non, il doit réussir cette mission. Si le cadeau n'est pas loin, pense Renato, mon faisceau de lumière va faire briller le joli nœud doré des lutins. Soudain, Renato est ébloui. Qu'est-ce que c'est ? Pas possible, Renato n'en croit pas ses yeux. C'est trop facile. Par le velours de mes bois, le cadeau est juste devant moi. Il s'empare du paquet et court à toutes pattes vers la ville. Renato est fou de joie et il hurle à tout va.
Par le velours de mes bois, j'ai retrouvé le cadeau égaré. Hip hip hip, hurrah! De retour à la maison, Renato se jette dans les bras de papy et mamie. Il se rend compte alors que jamais il n'aurait pu réaliser son rêve sans eux. Merci papy et mamie, vous m'avez aidé à avoir moins peur et à me sentir plus fort. Depuis, à l'école des reines, tout le monde est d'accord pour dire que Renato rime avec costaud. Le marchand de sable. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. C'était une belle soirée d'été. La lune brillait dans le ciel et les étoiles scintillaient doucement. Philippine, en pyjama rayé, sautillait joyeusement dans sa chambre. « Philippine, il est l'heure d'aller dormir !» appela sa maman en rangeant les jouets restants. Mais Philippine secoua la tête. « Je ne suis pas fatiguée. » Sa maman soupira en souriant. Elle connaissait bien cette phrase. Philippine trouvait toujours 1000 excuses pour retarder l'heure du coucher. « Très bien, » dit sa maman, « mais on se met au moins sous la couette. » Philippine se glissa sous sa couette, mais à peine installée, elle annonça « Maman, je crois que j'ai oublié de dire bonne nuit à mon doudou. » Sa maman prit le doudou de Philippine, un lapin aux oreilles usées, et lui fit un petit bisou. « Bonne nuit, monsieur Lapin. Dors maintenant, Philippine. » Philippine secoua encore la tête. « Mais maman, j'ai soif. »« Philippine, tu viens juste de boire un verre d'eau. »« Oui, mais maintenant, j'ai soif de jus de pomme. » Sa maman soupira doucement. « Pas de jus de pomme à cette heure-là. Mais je peux te faire un câlin. » Philippine accepta le câlin, mais elle trouva une autre excuse. « Et si un monstre se cachait sous mon lit ?» Sa maman sourit et se pencha pour regarder sous le lit. « Aucun monstre ici, ma chérie, juste une chaussette. » Philippine éclata de rire. « Un chaussette monstre alors !» Sa maman, amusée, remit la chaussette dans le panier à linge. « Maintenant, dors. » Mais Philippine n'avait pas fini. « Est-ce que tu peux me raconter une histoire, une très grande histoire ?» Sa maman, assise sur le bord du lit, commença. « Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse qui adorait le chocolat. L'histoire dura un bon moment, mais même après la fin, Philippine protesta. « Et si je n'arrive pas à dormir ?» Sa maman réfléchit, puis sourit doucement. « Tu sais, Philippine, le marchand de sable va bientôt passer. »« Le marchand de sable ? C'est qui, lui ?» demanda Philippine en se redressant, les yeux pleins de curiosité. « C'est un petit bonhomme magique, » expliqua sa maman. « Il vole dans le ciel avec un grand sac de sable doré. Lorsqu'il passe au-dessus des maisons, il saupoudre un peu de son sable sur les paupières des enfants. C'est un sable magique. Il leur donne des rêves magnifiques et les aide à s'endormir. » Philippine écarquilla les yeux. « Est-ce qu'il va passer chez nous ce soir ?»« Bien sûr, » répondit sa maman. « Mais il ne passe que si tu es bien sage et que tu fermes tes yeux. » Philippine hésita. « Et si je ne suis pas fatiguée, il viendra quand même ?» Sa maman sourit. « Le marchand de sable sait que parfois, les petites étoiles comme toi ne veulent pas dormir. Mais si tu fais semblant de dormir, il déposera quand même un peu de sable magique. » Philippine se coucha, enfin, et ferma les yeux. Mais une minute plus tard, elle murmura. « Maman, comment il fait pour voler ?»
Il a une écharpe enchantée qui brille dans la nuit, répondit sa maman en éteignant doucement la lumière. Elle lui permet de planer entre les nuages. Philippine imagina le marchand de sable avec une écharpe brillante, son sac doré et ses pas légers sur les toits. Est-ce qu'il va me donner un rêve avec des licornes ? Peut-être, répondit sa maman, mais seulement si tu t'endors vite. Philippine se pelotonna dans son lit, serra son doudou contre elle et resta très silencieuse. Chut. Elle voulait absolument rencontrer le marchand de sable dans ses rêves. Et quand le marchand de sable passa enfin, il trouva une petite fille endormie, un sourire léger sur les lèvres. Philippine rêva cette nuit-là de licorne, de château en chocolat et d'un ciel rempli d'étoiles scintillantes. Sa maman, en sortant doucement de la chambre, murmura « Bonne nuit, ma petite étoile !» Et toute la maison s'endormit dans un calme apaisant sous la magie du marchand de sable. Noël à l'école. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans la classe des étoiles, la maîtresse Julie et la Tsem Emma avaient une belle idée. Transformer leur classe en un véritable atelier du Père Noël pour attendre les fêtes. Tout commença par les décorations. Depuis plusieurs semaines, les enfants avaient peint des étoiles dorées, dessiné des bonhommes de neige et réalisé des guirlandes de papier multicolore. Ce matin-là, tout le monde était excité. Il est temps de tout accrocher. Tom et Léa collèrent les étoiles sur les fenêtres. Amine et Zoé suspendirent les guirlandes au plafond, tandis que Jules et Sarah dessinèrent un grand Père Noël au tableau. Quand ils eurent fini, la classe ressemblait à un véritable palais enchanté. Puis vint le moment d'installer le grand sapin de Noël. Julie sortit un énorme carton plein de branches à assembler et Emma aida à le monter au centre de la pièce. Chacun d'entre vous a ramené une ou deux boules de Noël pour décorer notre sapin, expliqua Julie avec un grand sourire. Amélie accrocha des boules rouges brillantes, Yanis des boules dorées. Emma ajouta une étoile scintillante tout en haut. À la fin, le sapin était magnifique. C'est le plus beau sapin de toute l'école, s'exclama Lucas, les yeux pétillants. Après cela, les enfants se rassemblèrent pour chanter des comptines de Noël. Ils entonnèrent « Petit Papa Noël »,« Mon beau sapin » et même une chanson rigolote inventée par maîtresse Julie. Tout le monde chantait si fort que les classes voisines les entendirent. Mais Julie avait une autre surprise. Ils allaient fabriquer un cadeau spécial à ramener à la maison. Avec de la pâte à sel, chacun forma une étoile ou un cœur qu'ils peignirent avec soin. Quand ce fut sec, Julie passa un joli ruban pour que les parents puissent les accrocher dans leur sapin. Ça fera un souvenir magnifique à glisser sous le sapin, expliqua-t-elle. Tous les enfants étaient fiers de leur création.
Le dernier jour, avant les vacances, les enfants invitèrent leurs parents pour un grand goûter de Noël. Les mamans et les papas apportèrent des biscuits, des clémentines et même du chocolat chaud. Emma avait préparé un gâteau en forme de sapin décoré avec des bonbons. La classe résonnait de rires et de chansons et tout le monde se régalait. Avant de partir, chaque enfant reçut un petit sachet de friandises offert par Julie et Emma. À la fin de la journée, les enfants prirent leur étoile et leur cœur en pâte à sel pour les glisser sous leur sapin. « J'ai hâte de fêter Noël avec ma famille !» s'exclama Nina. « Moi aussi, mais je vais m'ennuyer de l'école !» ajouta Adam. Julie leur sourit. « Profitez de vos vacances, mes petits lutins, et surtout, amusez-vous bien. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. » Les enfants partirent les étoiles plein les yeux et des chansons plein la tête, prêts à fêter Noël en famille. Et c'est ainsi que la classe des étoiles vécut un merveilleux Noël à l'école. Vive le roi Malo. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Le soleil venait à peine de se coucher lorsque Malo déclara : « Ce soir, je ne suis plus un simple petit garçon. Ce soir, je suis le roi Malo. » Dans sa chambre, les jouets et les peluches semblaient l'observer avec curiosité. Malo avait tout planifié. Il attrapa sa couronne en carton doré qu'il avait fabriquée à l'école, la posa sur sa tête et monta sur son lit, qu'il transforma en un trône royal. Il prit son épée en plastique et frappa doucement le sol pour attirer l'attention de ses peluches. Sire Ourson, Dame Lapinette, Général Tigrou et tous les habitants de ce royaume, écoutez-moi. Ces peluches, éparpillées sur le tapis, semblaient attendre ses ordres. Il commença par Sire Ourson, son fidèle ours marron. « Sire Ourson, je te nomme chevalier du roi. Tu seras chargé de protéger le royaume contre tous les dangers. Prends ton poste à ma droite. » Malo plaça l'ours sur une pile de coussins en guise de siège d'honneur. Puis, il se tourna vers Dame Lapinette, son lapin rose aux longues oreilles. « Dame Lapinette, tu es ma conseillère. Ton rôle est de me guider pour que je prenne les meilleures décisions. Installe-toi ici, près du trône. » Dame Lapinette fut posée délicatement sur le bord du lit, bien droite. Enfin, Malo attrapa son tigre en peluche qui semblait toujours être prêt à bondir. « Général Tigrou, tu es le chef de notre armée. Prépare nos troupes pour repousser les monstres qui nous menacent aux frontières. » Malo, maintenant entouré de ses fidèles compagnons, leva son épée. « En avant pour défendre mon royaume !» Il sauta du lit et se mit à imaginer une bataille. Les ombres sur le mur devinrent des créatures effrayantes. Chaque meuble était un obstacle à franchir. Il esquiva une attaque invisible,
roula au sol et fit semblant de parer un coup avec son épée. « Attention, sire ourson, un monstre derrière toi !» Il bondit pour sauver son chevalier et lança un cri de guerre. « Partez, horrible créature, ou je vous anéantis !» La bataille dura longtemps. Malo courait d'un coin à l'autre de sa chambre, donnant des ordres à ses peluches. Parfois, il prenait une pause pour encourager ses compagnons imaginaires. « Général Tigrou, tiens bon, nous sommes presque victorieux !» Finalement, Malo s'agenouilla sur le tapis, essoufflé, mais heureux. Il se tourna vers ses peluches et déclara « Nous avons gagné! Vive le roi Malo! Vive le roi Malo !» Mais une douce voix sembla lui murmurer « Votre Majesté, il est temps de préparer une grande fête pour célébrer notre victoire. » Malo sourit. Dame Lapinette avait raison. Il se leva et dit « Que le banquet royal commence !» Il quitta la chambre en courant et revint avec un paquet de biscuits et une bouteille de jus d'orange. Avec précaution, il installa un buffet royal sur le tapis. Il distribua les biscuits à ses peluches un par un. « Sire ourson, voici un gâteau pour toi. Dame Lapinette, une tasse de thé. Général Tigrou, je t'offre un plateau de fruits royaux. » Malo imagina chaque peluche en train de manger et de discuter joyeusement. Il lui semblait presque entendre leur voix. Sire ourson parlait de sa bravoure. Dame Lapinette riait de plaisanteries imaginaires et Général Tigrou félicitait tout le monde pour leur courage. Quand le banquet fut terminé, Malo déclara « Cher ami, la fête est finie, mais ce royaume ne dort jamais. Dame Lapinette, veillez à ce que tout soit prêt pour demain. Général Tigrou, assurez la sécurité pendant la nuit. Et Sire ourson, préparez votre armure pour de nouvelles aventures. » Il remit doucement chaque peluche à sa place. Son cœur battait encore d'excitation. Avant de poser sa couronne sur sa table de chevet, il murmura « Ce soir, j'étais le roi, et demain je le serai encore. » Sous sa couette, Malo s'endormit avec un sourire. Dans ses rêves, il était à la fête d'un immense royaume magique où ses peluches prenaient vie pour l'accompagner dans ses aventures encore plus grandes et plus merveilleuses. Ainsi s'achevait une soirée royale, mais Malo savait qu'il vivrait encore des milliers d'autres aventures, car dans son royaume, tout est possible. Le dessin magique. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Lola était une petite fille curieuse et imaginative. Son plus grand plaisir était de passer des heures avec ses crayons et son carnet, créant des univers magiques. Elle adorait dessiner des animaux fantastiques, des paysages extraordinaires et des personnages uniques. Un soir, après une journée bien remplie, elle s'installa à son bureau pour terminer un dessin particulier. Un dragon bleu aux écailles scintillantes
qu'elle nomma Luminor. Avec patience, elle ajouta des ailes veloutées, des yeux dorés remplis de douceur et une petite étoile brillante sur son front. « Voilà, tu es parfait !» murmura-t-elle avant de poser son crayon. Fatiguée, Lola posa son carnet sur sa table de chevet et s'allongea dans son lit. Alors qu'elle commençait à s'endormir, une étrange lumière illumina sa chambre. Lola ouvrit les yeux. Son carnet brillait et les contours du dessin semblaient bouger. Elle se redressa, puis, sous ses yeux ébahis, le dragon sortit du carnet, grandit et atterrit doucement sur le sol de la chambre. « Bonsoir, Lola » dit-il d'une voix chaleureuse. « Tu parles ? Tu es vivant ? » ?»« Oui, grâce à toi. Tu as mis tellement de cœur et d'imagination dans mon dessin que j'ai pris vie. Mais je suis venue pour une raison. »« Une raison ?» répéta Lola intriguée. « Mon monde est en danger, » expliqua Luminor. « Les couleurs disparaissent et seuls tes talents peuvent nous aider. Veux-tu venir avec moi ?» Lola sentit son cœur battre plus vite. Un monde à sauver, c'était irrésistible. « Oui, bien sûr. » Luminor déploya ses ailes et fit apparaître un portail lumineux. Une douce brise emplit la pièce et Lola le suivit sans hésiter. De l'autre côté, elle découvrit un univers fantastique, mais triste. Les collines étaient grises, les arbres semblaient fanés et les rivières n'étaient plus que des filets d'eau terne. Tout ici est né de l'imagination des enfants, mais depuis quelque temps, les couleurs disparaissent car les rêves se font rares. Lola sentit une pointe de tristesse, mais aussi une grande détermination. « Comment puis-je aider ?» demanda-t-elle. Luminor tendit un crayon magique à Lola. « Dessine. Ce que tu crées ici reprendra vie et apportera des couleurs perdues. » Lola s'installa sur une pierre plate et se mit à dessiner. Elle commença par un grand soleil jaune. Dès qu'elle termina, le soleil se remplit de lumière et de chaleur. Encouragée, elle continua. Elle dessina des fleurs rouges, des arbres majestueux et des rivières scintillantes. Les papillons qu'elle imagina prirent vie et se mirent à voler autour d'elle, ajoutant une touche de magie au décor. Luminor battit des ailes de joie. « Tu es incroyable, Lola !» Mais alors qu'elle s'apprêtait à dessiner un arc-en-ciel, un nuage sombre apparut à l'horizon. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lola en pointant le nuage. « L'ombre de l'oubli, » murmura Luminor. « Elle efface les rêves et plonge ce monde dans le néant. » Le nuage avançait rapidement, menaçant d'engloutir les créations de Lola. Elle sentit une boule de peur dans son ventre, mais elle serra son crayon. On ne peut pas la laisser faire. Avec une détermination féroce, elle dessina un immense bouclier de lumière qui entoura tout le paysage. Luminor ajouta sa magie en projetant des éclats d'étoiles et ensemble, ils repoussèrent l'ombre. Le nuage se dissipa, laissant derrière lui un ciel clair et éclatant. Une fois le calme revenu, Luminor se posa près de Lola. « Grâce à toi, notre monde est sauvé, mais n'oublie jamais, Lola,
Ton imagination est un trésor. Continue à rêver et à créer car tes dessins rendent le monde meilleur. Un portail apparut à nouveau et Lola le traversa avec un dernier regard émerveillé. Lola se réveilla dans son lit, son carnet ouvert à la page du Lumina. Le dragon semblait lui faire un clin d'œil. Elle posa sa main sur le carnet et sourit. Peut-être que tout cela n'était qu'un rêve, mais au fond d'elle, Lola savait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Elle attrapa son crayon et commença un nouveau dessin. Qui sait, peut-être que cette fois encore, ses créations prendraient vie.